Donc, pourquoi je suis là? C'est la faute d'Anne, qui n'est pas là pour assumer, qui a vu ma présentation à Somokota en ligne sur le théâtre immersif, et notamment les liens avec le GL, et qui m'a dit hey, tu pourrais pas la refaire? Donc, comme je suis paresseux, j'ai dit oui, et pour pas que ce soit complètement 100% la même, il y a quelques exemples qui ont bougé, et j'ai recyclé une vieille présentation de 2016 sur gènes et neurosciences, parce que je suis géniste, je suis français, j'habite en Suisse plus ou moins, et je suis neuroscientifique dans le privé, donc fatalement ma pratique du gène est un peu appliquée par ça. Pourquoi immersion piège à con? Parce que c'est un mot qui revient tout le temps, qui parfois pue l'arnaque, qui parfois ne sert à rien, qui parfois est génial. Donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi, comment, tout ça. Alors on va démarrer là. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait un gène qui était immersif? Oh, il y en a qui ont monté redescendu. Ok, bon. Voilà, donc c'est un truc qui existe, voilà. Immersif, qui est fait par immersion. Merci le Larousse. Immersion, action d'immerger. Merci le Larousse. En deuxième, fait de se retrouver dans un milieu étranger sans contact direct avec son milieu d'origine. Ah, commence à se rapprocher du GN, stage linguistique en immersion. Donc immerger, plonger entièrement quelque chose, le corps de quelqu'un, ok, on se rapproche du GN dans un liquide, en particulier la mer. Attention, être immergé, c'est quoi? C'est être au-dessous de la surface des eaux de la mer, donc être dedans, mais déjà on a une question de profondeur qui apparaît. Et donc s'immerger, c'est se plonger totalement dans un milieu différent de son milieu habituel. Ok? On commence à voir certains trucs. Et donc c'est quoi un GN immersif? Donc je suis allé sur ElectroGN et j'ai fait une recherche avec immersif. La dernière qui est tombée, pas très vieille, date de 2019, l'essence, chouette GN de Thomas Munier que j'ai fait. Et donc c'est un GN post-apocalyptique, forestier, pittoresque, immersif, émotionnel et émergent, sans organes, sans préparation écrite, rejouable en infini, pour 1 à 30 personnes, qui peut durer de 1 heure à un week-end. Donc là on a une définition assez précise, on voit clairement ce que c'est, ce qui est immersif. Alors non, mais ça c'est du GN bizarre. Prenons clepsydre, assaut établi, GN fin 18e directoire, le bal des victimes, donc plutôt historique, voilà, donc c'est un jeu qui se veut immersif, donc lisez bien vos fiches et vos aides de jeu, de façon à bien pouvoir rester dans votre personnage du début à la fin du jeu. Donc un GN immersif, c'est un GN avec des fiches, il faut bien les lire, on n'a pas le droit de sortir de son personnage. Maintenant on a une définition qui est beaucoup plus claire. Sauf que non, en fait, si on regarde la fiche du VSR Artemis de Hook, que j'ai joué aussi, très sympa, GN Battlestar Galactica, donc ce site, c'est une usine désaffectée qui permet de créer un décor de vaisseau spatial et des phases d'exploration très immersifs. Donc un GN immersif, c'est un site qu'on peut bien décorer et qui ressemble à de la science-fiction mais crédible. C'est clair maintenant, on sait ce que c'est. À ne pas confondre avec le Silence de la neige, donc GN années 40 de la station Ronald Jeu de rôle, qui se veut réaliste et immersif. Les participants doivent s'occuper eux-mêmes de faire la cuisine et d'entretenir le feu. Donc l'immersion se fait par l'action, c'est pas le décor, c'est ce que vous faites. Ok? On voit vraiment mieux. Maintenant, je crois que je commence à resserrer un peu la définition. L'invitation 18e, donc là on est plus milieu 18e, puripoudré Louis XV. Et là, c'est les organes qui expliquent qu'au départ, ils étaient partis sur une murder, enquête policière 18e. Puis en fait, ça les intéressait plus du tout. Nous sommes donc orientés vers un jeu que nous voulions immersif au maximum. Donc c'est quoi? Les jeux immersifs avec des rôles déjà écrits et qui permettent l'émotion. L'autre qui dit immersif, laissant la part belle aux émotions, mais j'aime diversifier les expériences. D'ailleurs, j'ai testé le Medfan il y a peu. Donc le médial fantastique, on comprend, c'est pas immersif. Sauf qu'on est en Belgique. Stronghold 17, donc organisé par Betalar. Donc là, médial fantastique, ce que d'aucuns méchants parisianistes appelleraient du Medbourg. Le site de jeu se veut le plus immersif possible, donc à l'écart des routes et de l'activité urbaine. Donc l'immersion, c'est à la campagne. Sauf que non, si vous demandez à la sauce emballée à mince, le GN agent double, ce GN se joue à la fois dans le plus immersif, le plus simple des décors, une ville. Donc l'immersion, c'est urbain. Ok, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est que des pitchs qui datent de 2019-2017 et aucun, malheureusement, n'avait lu ce super article de Lucie Choupeau, qui a été après étendu par Vincent Choupeau, sur le GN immersif, notamment le problème de ce mot de merde qui veut tout et rien dire. Lucie cite notamment un papier qui date de 2003, de Thomas Raveinen, sur les différents types d'immersion, on va y revenir. Il en note que 3, en fait il y en a plus, je vais en montrer quelques-uns.
Ça énerve, mais ça énerve pas que Lucie ou que Thomas. Il y a même des gens qui ont écrit des articles là-dessus en disant arrêtez de dire immersion. Pourquoi ? À cause de tout ça. Voilà. Parce que selon l'asso, la personne, le génialiste à qui vous demandez, ça voudra dire des choses différentes. Et donc si vous, en tant que joueur, joueuse, vous essayez de vous inscrire à un truc, est-ce que ça veut dire que vous aurez un beau site ? Est-ce que ça veut dire que vous aurez un beau perso ? Est-ce que ça veut dire que... je sais pas. Donc on va essayer de définir ça un petit peu. Les grands classiques et la grande question, et c'est ce que je vous demanderais vraiment, la seule chose à retenir aujourd'hui, c'est vous immerger dans quoi ? Vous allez être en dessous, sur la surface, dans un milieu différent, mais c'est quoi ? Le grand classique, c'est un monde physique différent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste dans votre salle de réunion ou dans votre usine désaffectée, vous êtes dans une station-service ou vous êtes dans un vaisseau spatial. Et là, on se rapproche de la notion de présence. Il y a énormément de téléprésence, mais il y a énormément de recherches, notamment en réalité virtuelle, sur est-ce que vous avez une forte impression de présence, que vous êtes physiquement là, présent. C'est typiquement tout ce qui va être décor, objet, réalité physique, mais dans le cas de réalité virtuelle, résolution, son et voilà. L'immersion dans un personnage que les génistes adorent, notamment les Finlandais, on y reviendra, le Eläin Tuminen. Si vous lisez un bouquin, vous regardez une série Netflix et vous vous identifiez au perso et vous dites ah ouais, c'est moi ça, c'est dans l'identification. Si vous poussez jusqu'au bout, il y a le Dissociative Identity Disorder, donc les personnalités multiples, plus ou moins reconnues selon les écoles de psychiatrie, où là vous n'êtes plus vous-même, vous devenez vraiment quelqu'un d'autre. Ce qui arrive assez rarement, mais ça peut être un but pour certains. L'immersion dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle le transport narratif, vous êtes absorbé, vous êtes perdu dans le bouquin, vous avez du suspense, vous avez des choses qui vous parlent, vous êtes vraiment, l'histoire devient votre focus, vous oubliez l'environnement qui vous entoure. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'immersion dans une activité, une tâche, un défi. Et là on se rapproche de la notion de flow, c'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous avez un retour immédiat sur votre performance, vous avez un niveau de capacité qui est à peu près raccord avec la difficulté, vous êtes dedans. C'est un truc qu'on peut retrouver chez les artistes, chez les danseurs. Si vous regardez un film, vous ne pouvez pas être en état de flow. Si vous faites un puzzle, vous pouvez être en état de flow. Si vous vous tapez dessus à Avatar, vous pouvez être en état de flow. Si vous regardez une scène magnifique de gens qui se tapent dessus à Avatar, vous ne pouvez pas être en état de flow. Donc c'est vraiment lié à l'action, vous devez être impliqué. Après, on peut parler de plein de choses, notamment l'inter-immersion, c'est-à-dire le fait de créer quelque chose à plusieurs en même temps. Et là, c'est les impros des musiciens de jazz, c'est les impros théâtrales. Donc tout ça, pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas tout faire en même temps. En fait, on peut essayer, mais ça va être compliqué. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que les génistes qui foutent la merde avec ce terme. Donc ça, c'est une photo qui a été prise hier soir à la gare de Charleroi. Far Cry 6 sur Xbox, beau, exotique et immersif. Donc pour l'immersif, il faut une Xbox. Même chose, hier, pub sur Facebook, le bureau des légendes. C'est un escape. C'est un escape game immersif. Donc c'est-à-dire qu'il y a des escape games qui ne sont pas immersifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, ils vendaient leur truc comme un deep game. Un jeu profond. Profond parce qu'on se retrouve sur la surface, machin. Non, maintenant, ils disent escape game immersif parce que ça vend plus. Et en fait, c'est quoi ? C'est un escape game avec des décors de la série et des acteurs PNJ, donc c'est un peu plus que des trucs accrochés, quoi. Mais c'est pas que le jeu. Le monde de l'art adore ce terme, et donc il y a l'expérience immersive Banksy, qui n'est pas liée à Banksy en lui-même, c'est juste des gens qui ont des Banksy. Et en fait, on décide de faire une expo, avec notamment, si vous vous souvenez des questions du mur de la honte en Palestine, tout ça, ils ont refait un peu le faux mur dans un décor, mais après, il y a des expos avec des cadres et des... Bon, voilà. Il y a du décor, donc c'est immersif, oui, mais en fait, c'est une expo à peu près standard, quoi. Mais bon, c'est immersif. Donc je suis allé aussi à un festival d'art immersif de Paris. Alors là, en fait, on est à l'Atelier des Lumières, qui est... voilà, quoi. Si vous voulez l'immersion absolue, il vous faut ce projecteur Philips. En fait, l'Atelier des Lumières est un lieu de projection énorme, un hangar, qui ressemble à ça si vous allumez la lumière. Donc c'est blindé de monde, qui a des surfaces. Donc, quand c'est bien fait, que c'est pensé, notamment pendant ce festival, il jouait pas mal avec le mouvement, vous avez l'impression que toute la pièce commence à bouger, vous êtes physiquement dans un vaisseau spatial qui décolle ou quelque chose. Quand c'est mal fait, vous êtes plongé dans un PowerPoint, mais dans un PowerPoint pourri avec des transitions de merde, voilà. Mais c'est immersif. Pourquoi ? Parce que vous êtes fixé physiquement autour de vous, quoi. Voilà. Après, pour pas mal de monde, si on se rapproche de la notion d'action, l'immersion, c'est quand il y a de l'interaction, quand on peut interagir sur le truc. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller voir les installations de TeamLab, où là, c'est aussi de la projection, mais pas mal ont des capteurs, notamment ils ont une espèce de fontaine, de cascade, pardon,
ou si vous vous approchez du mur, là, en temps réel, la cascade se met à vous coller sur les côtés, en fait, a reconnu votre présence. Donc vous n'êtes pas complètement passif, vous pouvez interagir un peu plus. C'est vendu comme immersif. Et maintenant, on passe aux expériences immersives. Et là, l'intérêt, c'est si dans le GN, il y a certains des types d'immersion que vous aimez, en fait, vous pouvez le trouver en dehors. Moi, je m'y suis mis parce que je suis paresseux et que j'en avais marre de soit booker à l'avance, soit préparer des costumes. Et ça, c'est donc à la Monnaie de Paris, l'expérience immersive Casa des Papel. Et en fait, vous jouez le rôle de gens qui viennent visiter la Monnaie de Paris. Et il y a un braquage à la Casa des Papel qui démarre, quoi. Et vous êtes vraiment dans la Monnaie de Paris, quoi. Donc c'est vraiment le lieu qui historiquement fabriquait l'argent. Le scénario est assez fidèle à la série, les acteurs jouent, voilà, moyen. Et non, mais il faut être honnête aussi, quoi. Et en pratique, c'est un escape game géant par groupe de 15. Donc il y a des moments où vous vous faites vraiment chier parce qu'il n'y a pas assez de petits objets pour bouger. Mais il y a des moments où c'est vraiment bien foutu. Je ne veux pas vous le spoiler, mais voilà, le lieu est vraiment bien utilisé, comme des génistes pourraient utiliser le truc, quoi. On parle de théâtre immersif, le truc le plus connu c'est sans doute Sleep No More. Donc il y a une production à New York où sur 5 étages, c'est principalement basé sur la danse. Donc là le scénario bon courage, hein, si vous êtes immergé dans une histoire, vous allez devoir courir après. C'est-à-dire que le public il est masqué, je ne sais pas si vous voyez des masques blancs en plastique. Les performeurs ne le sont pas. Et si vous voulez essayer de comprendre quoi que ce soit, il va falloir leur courir après parce qu'ils se déplacent, ils disparaissent des fois dans des murs. Donc voilà, vous êtes dans un lieu, il y a un étage avec de la terre humide, ça sent l'humus et vous oubliez complètement que vous êtes au 3e étage d'un immeuble à New York. Donc voilà, c'est vraiment un bon moyen. Si votre truc c'est les environnements barrés et les lieux un peu oniriques, allez-y. Par contre, vous physiquement, vous n'existez pas, vous faites partie du bruit autour. Vous pouvez de temps en temps avoir une scène solo, hein, le genre de truc que vous aurez dans un GN, elles sont extrêmement rares et les gens pareil se battent pour les avoir. Toujours à New York, ce truc-là a fait faillite, je crois, à cause du Covid, c'était vachement bien. Dan Schiffer, qui est un mélange entre Alice au Pays des Merveilles et un asile psychiatrique. Et pareil, ils ont un bâtiment entier. Il y a un moment, il y a une zone aquatique, alors ça sent un peu le chlore, mais pareil, vous êtes au 2e étage en plein New York et vous marchez dans l'eau. Et là, par contre, c'est beaucoup les plus petits groupes, genre 4 personnes max. Et c'est vraiment planifié pour que vous ayez des scènes intimistes. Il y a une scène où je me suis retrouvé à brosser les cheveux d'une personne. Alors là, sans règle de consentement, sans rien, c'est juste une brosse et voilà, et vous êtes dans une espèce de petite pièce et vous brossez les cheveux d'Alice au Pays des Merveilles. Et des genres de trucs qui pourraient se passer dans un GN, qui pourraient pas se passer dans un théâtre normal. Mais voilà, donc c'est le genre d'expérience à pouvoir tester, à voir qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait, quel est le type d'immersion qui va vraiment vous travailler. Alors pas besoin d'aller à New York pour ça, c'est un exemple, c'était vendu comme une soirée immersive, je ne sais pas si Michael est là, mais il est le designer pour la partie interaction de ça, donc c'est une soirée immersive. Et là se pose la question, si vous faites une fête chez vous, si vous faites une soirée et qu'elle n'est pas immersive, est-ce que c'était une bonne soirée ? On ne sait pas. En l'occurrence c'était dans les années 20, là il y avait un costume, c'était à vous d'arriver en costume, et il y a des acteurs qui sont payés, qui jouaient des artistes des années 20, donc il y avait Hemingway, il y avait Joséphine Baker, voilà, et vous jouez leurs invités. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on choisissait son niveau d'interaction. Donc on pouvait juste venir et ne pas exister, ou avoir une petite fiche en disant voilà, t'es un banquier et t'es le pote à Jean Cocteau. Voilà. Alors c'est limite comme perso, mais en même temps, pour moi, c'était un GN. Je suis venu, j'ai signé pour la grosse interaction et j'ai fait un GN, quoi. Sauf que là, il y a les acteurs payés. Et moi, je suis un participant payant. Donc j'ai juste que quand vous poussez le théâtre immersif avec plus d'interaction et plus de perso, la frontière avec le GN devient un peu floue. Et c'est un truc à penser pour nous en tant que GNistes. Quand vous allez parler d'immersion et de perso, il y a plein de gens qui vont penser à ça. C'est pas forcément un mal, mais ça peut servir à gamberger un peu sur qu'est-ce que vous cherchez en particulier, quoi. Et puis enfin, donc l'immersion en personnage, pour beaucoup, c'est l'immersion reine du GN. Parce que, au sens nordique du terme, c'est ça, on disparaît, on se perd dedans, on est des vrais, les GN immersionnistes, c'est ça, quoi, c'est le perso. Alors oui, mais, vous n'avez qu'un seul cerveau. C'est-à-dire que même si vous avez vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre, ça reste votre organe à vous, que vous aviez avant d'être ce personnage. Et le plus important pour moi, c'est que ça peut pourrir le GN des autres. Parce que l'immersion en personnage, c'est aussi l'immersion du connard. Donc, le connard tout seul dans son placard à immersion, c'est-à-dire, il fait un GN tout seul, il est dans son délire, là, aucun problème, faites-vous plaisir. Le problème, c'est que le GN, en général, c'est un loisir collectif. Et donc, c'est dans la logique de mon personnage.
j'étais tellement immergé dans mon personnage, ça justifie des refus de jeu. Quelqu'un vous tend une perche, vous ne rebondissez pas. Les refus de co-création, quand vous devez, je sais pas, par exemple, aider l'autre avec son scénario ou ses buts ou ses machins et que, non, en fait, vous avez envie d'être triste et de jouer la tristesse pendant 5 heures. Ouais, mais vous étiez l'amoureux éperdu, donc ce serait bien peut-être de jouer l'amoureux éperdu de l'autre qu'attend, non. Et respect de l'esprit du GN, pareil, si votre perso, non, en fait, je pense que mon perso, là, il invoquerait Satan, c'était peut-être pas du tout le but du GN, et voilà. Ça peut péter des ambiances. Là où ça devient vraiment grave, c'est tout ce qui est abus physique, sexuel. Donc typiquement la main au cul. Oh, c'est une taverne médiévale, ha ha ha. Ouais, alors je t'ai un peu pété le bras, mais bon, mon perso il est violent et je suis immersionniste. Là, ta gueule, voilà, ta gueule. C'est la police, on n'a rien à foutre que vous étiez super immersionniste. C'est vous avez une responsabilité légale. Donc beaucoup de gens disent ah le GN on se perd dans son perso et tout. Non. Et 2, sur l'extérieur, c'est juste pas acceptable comme limite, quoi. Voilà. Donc, si on met tout ça ensemble, est-ce qu'il y a moyen de comparer le GN avec les autres formes d'immersion? Et les gens ont déjà commencé à s'amuser à faire des graphes en complexité, donc depuis des mots jusqu'à des phrases, le réalisme et le potentiel d'immersion. Et donc là, l'idée dans ce graphe, c'est qu'ils pensent que voilà, un roman, que ça fait des belles descriptions et ça peut plus vous évoquer des choses. Une image virtuelle en 3D va plus vous évoquer des choses qu'un simple dessin. Et donc la question c'est où est-ce qu'on place le GN là-dedans? Pour ça, il va falloir mesurer. Et donc, comment on va mesurer? Mesurer le GN en tant qu'expérience vécue, c'est extrêmement dur. Je vous conseille le speech d'Annie Caverne de 2013 là-dessus. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans un GN? Par exemple, vous êtes plein, il y a un millier de protagonistes, il n'y a pas une seule histoire, il y a plein de petites histoires. Donc l'histoire, elle a pu être super immersive pour quelqu'un et pas pour un autre parce que simplement on a tous des histoires différentes. Ensuite, un GN, c'est complètement reconstruit après. Donc soit de manière complètement pensée, où les orgas font un débrief pour vous tordre l'esprit et tout remettre en contexte et vous influencer, dire « Ah, en fait, c'était génial !» Voilà. Ou tout simplement, votre cerveau, il a filtré. Les parties qui n'étaient pas top, il a gardé que les bonnes. Ou au contraire, vous êtes dans un milieu social qui se connaît bien, et donc, ouais, j'étais trop immergé, ouais, c'était vraiment fort. Et donc, il y a un peu cette compétition, cette pression à avoir plus pleuré que les autres, ou avoir plus gagné que les autres, voilà. Tout ça, ça recontextualise et ça remodifie ce que vous venez de venir, ce que vous venez de vivre. Ce qui existe, c'est vrai, mais ce qui, moi, en tant que scientifique, me fait chier. Et après, il y a la question du jugement. Est-ce que le GN était bon ou mauvais? Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est est-ce que le GN, il a fourni ce qu'il disait qu'il allait fournir? Ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Donc, le plus simple pour ça, c'est de faire des questionnaires. Il y a des questionnaires sur la tendance immersive. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez tendance à être un peu perdu dans vos pensées, rêver, voilà, vous avez peut-être plus de capacité ou de tendance à vous immerger que quelqu'un d'autre. Et après, il y a des questions. Donc, si vous demandez pendant le GN aux gens, est-ce qu'ils sont immergés, ça va foutre en l'air leur immersion. Donc, ne le faites pas. Ne rigolez pas, il y a un jeu de rôle sur table qui le fait. Après le GN, donc, il y a par exemple des échelles de présence. Donc, on vous donne des phrases, puis vous dites est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase, par exemple. Là, c'est pour un jeu vidéo. Le jeu vidéo a créé un nouveau monde pour moi et ce monde a disparu quand le jeu s'est arrêté. Est-ce que vous êtes d'accord de 1 à 5 donc tout ça, on peut le quantifier après. Il y a aussi des échelles de flow. Par exemple, j'étais totalement absorbé par ce que je faisais. J'ai perdu la notion du temps. Tout ce genre de choses. Et en fait, mesurable par questionnaire. Si, comme moi, vous dites que ouais, mais l'humain, il est pas fiable et des fois il ment et il pipote les questionnaires, ok, on va mesurer l'activité du cerveau. L'IRM, ça coûte cher, c'est compliqué, on fait pas n'importe quoi avec. Et puis surtout, c'est solo. Encore que maintenant, avec le GN en ligne, on sait qu'on peut faire pas mal de GN tout seul dans son coin. Et donc, ils ont foutu des acteurs, donc acteurs studio dans un scanner. Et ils ont réussi plus ou moins à retrouver des patterns d'activation sur le dégoût, la peur, l'excitation sexuelle. Par contre, entre la fierté et le bonheur, ils n'arrivaient pas vraiment à faire la différence au niveau imagerie du cerveau. Donc, est-ce que c'est parce que c'est des acteurs et qu'ils se la pètent et qu'ils sont heureux que quand ils sont fiers? Je ne sais pas. Mais je serais curieux de voir, de foutre des GNistes dans le scanner, qu'on dit ouais, j'étais immergé à fond, j'ai vraiment pleuré, j'étais vraiment triste. Allons-y, testons, on verra. Rapidement, on peut aussi faire ça, pas avec des acteurs, mais juste en demandant à des gens de se remémorer des situations et de s'imaginer, par exemple, en étant jugé à un repas de famille de Noël, ou de s'imaginer en étant en danger physique. Et on voit qu'en fait, quand les gens disent « ouais, j'étais super immergé à ce moment-là », c'est pas du tout les mêmes zones du cerveau.
parce que tout simplement c'est différents types de scènes, et voilà, donc il n'y a pas une zone de l'immersion dans le cerveau, ça n'existe pas. On peut mesurer ce qui se passe, c'est des ressentis réels qui sont mesurables, mais il n'y a pas la zone, il n'y a pas la bosse de l'immersion. Tout ça, ça coûte très cher et c'est très compliqué. Il y a des méthodes qui coûtent moins cher et qui sont surtout beaucoup plus portables. Vous savez, les capteurs qu'on pourrait porter sur nous pendant un GM. Ça, c'est un exemple d'électroencéphalogramme, donc juste la partie extérieure du cerveau. Et ça, c'est un exemple de smartwatch qui mesure, outre le rythme cardiaque, pression sanguine, machin, la sudation. Donc c'est une mesure, on va dire, d'excitation au sens large, quoi. L'avantage de tous ces trucs-là, maintenant, c'est que c'est vraiment léger et abordable. Donc ça, c'est un GM Star Wars où je me suis mis le capteur là, parce que c'est un peu inspiré de, comment il s'appelle, Lobo, je sais plus quoi, le gars dans la Cité des Nuages. J'avais la montre là, et j'avais une GoPro qui prenait des photos, genre toutes les 30 secondes. Pourquoi ? Parce que ça qui enregistre des signaux, après, c'est amusant de s'amuser à les corréler avec ce qui se passait pendant le GM. Donc là, vous avez mon niveau de sueur. Ça, c'est la pression sanguine. Et ça, c'est un accéléromètre donc, qui mesure un peu l'activité. Il y a un moment où je me fais buter, je ne sais plus où c'est. Mais en termes d'excitation et de charge émotionnelle, ça a été mesuré. Par contre, le gros tas de sueur et là et tout, c'est quoi ? C'est la partie avant le GN. Je ne suis pas en perso, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de décor, je suis en train d'arriver, je fais la bourre et je m'habille. Donc quand vous pensez à l'EGN, c'est super cool, on vit des émotions, pensez à mesurer avant, et ça peut permettre aussi de calibrer un peu. Ouais, peut-être que la vraie vie, en fait, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense, quoi. Donc gardez ça en tête, quoi. Et après, avec ça, on pourra mesurer notamment l'EGN. Donc ça, c'est un GN Star Wars, où on faisait semblant d'ouvrir une porte pour accéder à un truc. Ça, c'est un vrai objet qu'on peut vraiment hacker pour les escape games. Et puis, vous avez Keep Taking the Body Explode, qui est un jeu de déminage, où si vous le mettez en réalité virtuelle, vous êtes devant la bombe et c'est maintenant. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui est le plus fort ? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Pareil pour le sexe. Vous connaissez sans doute Arsa Mandy. Extrêmement puissant parce que c'est du toucher physique, mais qui théoriquement n'utilise pas de zone sexuelle. Après, vous avez porno en réalité virtuelle, donc zéro toucher à part si vous le faites vous-même, mais vous avez une vision à 360 degrés. Zéro touché, en fait non, ça dépend. Maintenant on peut connecter sextoy avec ça. Et donc, qu'est-ce que c'est un sextoy connecté à 360 ? C'est le porno devient plus immersif. Donc voilà, c'est encore une fois un mot qui sert à vendre des trucs. Et la gentilité, non, parce que moi vous faites du GN pour avoir des choix, pas pour être passif. Maintenant vous avez des pornos dont vous êtes le héros, en réalité virtuelle, où vous pouvez choisir est-ce que je vais à gauche, à droite, et voilà. Donc, toutes ces questions-là, elles existent en dehors, et c'est des manières de vendre des trucs. Ce qui devient intéressant, c'est que maintenant, tous ces scanners individuels, il y a un truc qu'on appelle hyperscanning, où on peut mettre 2 personnes dans un IRM, donc on peut faire du roleplay collé à 5 cm ou on peut aussi faire des EEG, ça a été fait même dans des salles de classe pour comparer différentes méthodes d'enseignement. Donc on arrive technologiquement, lentement mais sûrement, au moyen de scanner plusieurs participants en même temps, et c'est là l'intérêt pour voir les notions d'interimmersion et de blablabla. Donc pourquoi tout ça ? On pourrait faire ça pour améliorer ses gènes. Si vous avez identifié quel type d'immersion vous plaît, vous pouvez faire des gènes qui en ont plus, mais aussi améliorer sa santé. Ça vient des jeux vidéo. Il y a tout un pan des Games for Health, donc on va faire notamment des jeux vidéo pour faire bouger les gens, pour combattre la sédentarité, aider pour le diabète et ce genre de choses. Ils se sont rendus compte que c'était des jeux de merde qui étaient chiants et les gens arrêtaient au bout de 3 jours. Donc comment est-ce qu'on fait des jeux plus impliquants, plus immersifs ? Les gens font maintenant des vraies études pour rendre les jeux plus efficaces, plus addictifs, plus ce que vous voulez. Après, c'est pas juste pour faire du sport. Tout ce qui est transport narratif, ça peut avoir des effets sur la quantité dont vous bouffez. Si vous êtes devant Netflix et que la série elle est vraiment bonne et que vous mangez en même temps, vous ne mangerez pas autant que si la série elle est vraiment pourrie. Donc cette question du transport narratif peut vraiment avoir des impacts. Pareil sur la question de votre cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut avoir des intérêts pour l'étude de l'attention. La theory of mind, donc le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, peut avoir un intérêt sur tout ce qui est autisme. Donc ça veut dire que c'est pas le but principal du GN, mais ça peut avoir un intérêt derrière, quoi. Alors, donc pour finir, histoire de laisser un peu de temps avec les questions et la suite. Donc piège à con, ça dépend. Voilà, arrêtez de dire immersion tout court, s'il vous plaît. Dites juste immersion dans quoi, et après on peut discuter. En tant qu'organe, vous n'avez pas de ressources infinies, ça c'est important. Si tout le monde dit ouais non mais l'immersion GN c'est tout à la fois,
vous ne pourrez pas tout faire à la fois, parce que vous n'avez pas une asso avec 12 000 personnes, vous n'avez pas des milliards, vous n'avez pas forcément aussi les compétences. On n'est pas tous bons pour écrire un personnage auquel les gens vont s'identifier. On n'est pas tous bons pour rythmer des événements qui vont être vraiment prenants et où l'histoire seule permettra aux gens de s'accrocher. Et si vous chargez énormément votre GN mais qu'il n'y a aucune place à l'introspection au quotidien, à faire la vaisselle, ce genre de choses, peut-être que les gens qui viennent pour justement refléter et être dans leur perso, ils n'arriveront pas à le faire. Donc c'est, voilà, pensez à vos priorités. Si vous voulez quantifier tout ça, parce que vous voulez booster votre truc, faites-le correctement, c'est-à-dire dans un cadre éthique, dans un cadre légal. Vous prévenez les gens avant d'enregistrer quoi que ce soit. S'il y a des questionnaires, ils ont droit à l'accès à leurs données. Il faut expliquer comment ce sera utilisé. S'il y a des capteurs, encore plus quand on parle de santé, de rythme cardiaque, de ce genre de choses, il y a des lois. Globalement, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes organe GN, demandez à quelqu'un d'autre de faire les mesures. Demandez à des psychologues formés, demandez à des biologistes, demandez à qui vous voulez, mais vous demandez à un comité d'éthique, vous faites ça proprement. Vous n'êtes pas là juste pour voir, ah ouais, et si les gens ils ont une crise cardiaque, vous pourrez peut-être la mesurer s'ils ont des capteurs, mais il faut qu'ils aient été prévenus avant de ce qui allait se passer pendant l'expérience. Et puis voilà, finalement, juste pour finir, quel que soit le type, l'immersion c'est jamais une excuse pour se comporter comme un con. Je pense qu'on fait tous du GN parce qu'il se passe quelque chose. Et tout comme un acteur, à un moment, sait qu'il est dans un cadre de performance et va donner au public, un géniste il n'aura pas ça, mais il faut quand même qu'il se le rappelle, qu'on le veuille ou non, on est tous le public des autres, il y a tous des êtres humains autour de nous, et se foutre en l'air, ça peut être un but, simplement garder toujours cette petite partie de les autres aussi ont droit à 1, passer un bon GN, et 2, rentrer en état à peu près correct du GN. Donc je vais m'arrêter là, et je vais prendre un petit peu de temps pour les questions avant la prochaine. Merci beaucoup. J'ai un peu speedé, mais je voulais pas empiéter sur la suite. Comment ça vous pas limite, on a 10 minutes environ, 10-15 minutes sur les questions. Oui. Si c'est pas un peu indiscret, tu as quel background professionnel Professionnel, donc moi j'ai une formation de biologie spécialisée en neurosciences et maintenant je travaille et notamment c'est ce qui me pousse, à partir du moment où on dit, quand on parle des bienfaits, que ce soit du jeu vidéo, du GN, du machin, c'est quel bienfait mesuré par qui, comment, voilà quoi. Et notamment tout ce qui est neurosciences, cerveau, je suis ouvert, mais je veux voir des chiffres. Voilà. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un me dit je deviens quelqu'un d'autre ou voilà, on va mesurer quoi. Donc en tant que pratique loisir et artistique, on n'a pas besoin. Mais moi, à partir du moment où les gens commencent à parler d'effets sérieux et de transformation et de machin, en ce moment il y a une grosse tendance au gène transformatif. C'est le truc, il y a un institut qui maintenant a été créé en Suède, je crois, ouais. Et donc on peut faire des choses, mais il faut mesurer avant, il faut mesurer après. Voilà. Donc c'est pour ça que au départ je regardais ça juste pour mon plaisir, mais maintenant je fais attendez, on va regarder quoi. Ouais. Il y a eu un passage très court sur le gène qui t'aide à je sais pas comment c'était formulé, mais pour disons de l'empathie et vivre l'expérience t'aide, Theory of Mind Network. Ouais. Tu peux développer un petit peu dessus, s'il te plaît ? Ouais, alors en fait la question c'est quand tu scannes, alors là, on peut parler scan mais on peut parler questionnaire aussi, la capacité de se mettre à la place d'autrui implique de pouvoir imaginer ce que cette personne est et ressent et machin. Et il y a jamais une seule zone dans le cerveau, il y a des ensembles de zones. Et donc on pourrait voir si par exemple le fait de pratiquer le GN active ce réseau, est-ce que ça pourrait être un exercice pour des gens qui ont du mal à se mettre, de faire cet exercice. Maintenant, est-ce que est-ce que cet exercice-là sera plus puissant qu'un autre ? Est-ce que le GN marchera mieux que, je sais pas, mon exercice de théâtre, tout bête ? Est-ce que le côté impro, co-création va être plus fort ? On ne sait pas. Ça n'a jamais été testé je sais. Donc, il y a tout un tas de sous-réseaux qui ont différentes fonctions. Mais il faudrait les mesurer pour voir s'ils sont vraiment affectés par le GN et est-ce qu'ils sont plus affectés par le GN que par d'autres techniques. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est des bénéfices potentiels, c'est des zones qui devraient être activées, modulées par le GN, mais tant qu'on ne l'a pas mesuré, on ne sait pas quoi.
Et surtout, souvenez-vous que le GN, comparé aux autres expériences immersives, c'est extrêmement lourd en termes de logistique. Le temps, le lieu, le nombre de participants. Si vous êtes thérapeute, vous avez besoin d'un truc qui peut se faire dans un temps limité. Donc le GN n'est pas forcément la meilleure méthode, quoi. Ouais. Et du coup, tu mentionnais le GN transformatif en Suède, etc. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est et c'est quoi les enjeux, les questions que ça pose? Alors, l'institut s'appelle l'Institut de jeu transformatif, donc ils ne font pas que du GN. Mais l'idée, c'est ça, c'est que la pratique du jeu, et notamment du GN, parce qu'il y a quand même plein de GNistes dedans, puisse faire vivre des expériences transformatives pour mieux se connaître, pour aller mieux, pour machin. Et donc, c'est des gens qui viennent plus du côté game design et psychologie. Mais qui, comme maintenant, sont dans un institut officiel universitaire avec un financement, vont pouvoir aller voir les gars du département psy et les gars du département littérature et machin et faire des connexions. Ça démarre à peine, vraiment, ils ont présenté leur truc, mais ça démarre par un programme de master en 1 an, et à terme, ils veulent faire des thèses et tout ça. Donc tu pourras étudier les effets transformatifs du jeu, ça peut aussi être le jeu vidéo comme ça, mais c'est sous l'égide d'une prof qui fait vraiment des jeux analogiques. Donc, donc en pratique, qu'est-ce qu'ils vont faire, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de speech là-dessus sur le pouvoir transformatif. Et à chaque fois, je les fais chier en disant si tu me vends une transformation, il faut me montrer le avant-après. Sinon, j'y crois pas, quoi. Mais voilà, maintenant c'est financé et ça existe, quoi. Et c'est à Visby. Il y avait une question là-bas. Alors, bêtement, je l'ai vu passer vite. La vidéo que vous avez présentée sur ce qui se passe dans une dame de victime. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide en question? Ouais, sûr. C'était bien avant ça. Ah, une galère, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, si vous pouvez... Ce qu'elle dit, c'est que c'est super dur de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais comment on fait? Justement, donc on demande aux gens où on est un observateur extérieur. Ou, par exemple, quand les gens vont au théâtre, il peut y avoir des critiques de théâtre dans la salle. Ils ont leur regard focalisé vers la scène. Ils peuvent entendre ce qui se passe à peu près autour, mais globalement, il y a une histoire. Est-ce que le décor s'est effondré ou pas? On était tous là, on a tous regardé la même histoire, on a tous une interprétation différente du truc, mais on a un cadre de référence commun. Donc, ce qui s'est passé factuellement? Alors, justement, factuellement, c'est une chose, c'est les événements, mais aussi émotionnellement. Comment on fait ça? Justement, donc soit on demande aux gens, on leur fait des questionnaires, soit on leur met des capteurs, ou on fait les deux idéalement, pour savoir quel est le ressenti. C'est la même chose que le... Je sais pas si tu as déjà rempli un questionnaire après un GN pour savoir si tu avais aimé, pas aimé. Ouais, mais je trouve que ça ne fait pas vraiment... Alors justement, je cherche à savoir pour moi le questionnaire ne répond pas à ça. Je voulais savoir, à part acheter des capteurs... Non, mais justement, mais c'est ça. Pour moi, ça c'est difficile et je ne sais pas comment le faire. Voilà, et c'est exactement ça, et c'est difficile. Parce qu'il y a des gens qui auront vécu un truc extrêmement fort, qui auront du mal à en parler. Il y a des gens qui auront vécu un truc très faible, mais qui vont en parler des tonnes pour se faire mousser. Il y a des gens qui ont vécu un truc traumatique et qui ne veulent pas en parler du tout. Donc voilà, c'est très difficile. Mais c'est juste que c'est un problème vraiment intrinsèque au GN, parce que ce qui se passe dedans, ça se passe principalement, il n'y a pas d'écran de cinéma où tout le monde a vu, il n'y a pas de scène où tout le monde a vu. Parfois ça s'est fait dans un coin, il y avait une super scène, tu aurais dû être là. Là, t'es dégoûté parce que t'étais pas là, tu vois. Donc c'est super. Il n'y a pas de solution miracle. Je donne juste des pistes, quoi. Et là, c'était plus poser le problème que donner vraiment des solutions. Ouais. Est-ce qu'il y a ce que tu vois, une résonance entre les questions liées à l'immersion et les questions liées au guide? Oui. Il y a cette idée de ressortir. Oui, ça c'est principalement l'immersion en personnage. Et l'idée étant que si tu veux vraiment faire de l'immersion en personnage et du bleed le plus bourrin possible, faut un perso proche de toi, avec des événements qui peuvent résonner avec lesquels tu as vécu, et que jouer un roi elfe, il peut y avoir du bleed, mais jouer quelqu'un qui est à peu près de ton milieu social et ton machin et qui revit, ça marche quand même beaucoup mieux. Ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est que plus il y a du bleed et plus il y a de l'immersion en perso, plus ça peut défoncer par exemple l'apprentissage. Il y a Joséphine Westbank qui a fait des études là-dessus, enfin qui en parlait, qui fait du gène éducatif. Et plus tu as du bleed entre ton perso, plus tu as l'immersion perso, plus tu vas par exemple oublier à quoi servait le côté éducatif du gène. Donc ça peut être ce que tu recherches, mais ça peut aussi foutre en l'air d'autres aspects qui pourraient être à l'intérêt du gène. Mais clairement, oui, c'est le bleed et l'immersion en personnage sont deux aspects de la même pièce. Tu veux bien répéter le nom de... Juste le nom que tu viens de dire de la personne. Ouais, Joséphine Westborg. Et donc elle a fait une rétrospective en fait sur les 5 choses qu'elle a appris en faisant du gène éducatif pendant 10 ans.
Et un de ces trucs, c'est en fait, faut pas faire un truc avec trop de bleed, parce qu'après les gens oublient pourquoi ils étaient là. Ouais, tu as une question. Dans la prise de mesure, par questionnaire par exemple, ouais. est-ce qu'ils doivent être anonymes, est-ce que le fait qu'ils soient anonymes ou pas change des choses? Et du coup, sur les prises de mesure purement électriques, ouais. Est-ce qu'en fait, comme en physique quantique, le fait de prendre la mesure fausse ou pas ton résultat? Oui, les deux. Donc, surtout dans un petit milieu comme ça, où à partir du moment, un machin, il a dit qu'il n'était pas immergé à mon gène super triste, je ne vais pas le réinviter. Donc clairement, si c'est pas anonyme, c'est problématique. Le fait de savoir que tu es mesuré induit des modifications, clairement. On a même vu ça tout simplement, à la base, c'est des chaînes de montage. Il y avait des ouvriers qui étaient dans une usine. Les inspecteurs qui sont venus pour étudier comment ils travaillaient, ils ont foutu en l'air la chaîne de montage parce que les ouvriers n'étaient pas à l'aise d'avoir quelqu'un à côté en train de les mesurer. C'est pour ça que je pense que c'est important que toutes les méthodes soient le moins visibles possible et que les gens puissent vraiment gérer leur truc et que ce soit calibré de manière correctement. Donc savoir un peu au début... Et des exemples de mensonges, ça n'existe pas, mais ça ne détecte pas les mensonges, ça détecte les réponses émotionnelles. Et quand tu démarres un test de détecteur de mensonges, tu demandes aux gens comment ils s'appellent. Parce que là, tu dis, ok, j'ai leur papier, on va devoir pouvoir calibrer un peu la quantité de réponses. Donc c'est compliqué. C'est pour ça, pour moi, c'est important que ce ne soit pas fait par les orgas, que ce soit fait par des vrais scientifiques qui sont indépendants. Et qu'il y a des jeux où ce ne sera juste pas possible. Ce sera pas... La montre, c'est vraiment pas mal parce que tu peux la planquer dans un costume et tu l'oublies. Les scanners, ça, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, la qualité des signaux que tu obtiens avec un EEG qui se déplace, si en plus tu te bats avec, poubelle. Voilà. En plus, les gènes sont extrêmement longs. La plupart de ces expériences, elles sont sur des périodes très courtes, donc il faudrait faire des trucs vraiment... Non, c'est super dur. On a la technologie maintenant, et scientifiquement super dur, ça n'a jamais été fait parce qu'on n'a pas les êtres humains, on n'a pas les scientifiques, on n'a pas les gens prêts à payer les comités d'éthique pour faire les trucs correctement. Donc c'est techniquement faisable, mais les sous, quoi. Voilà. Merci. Ouais. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir le nom de Joséphine Westborg, mais je le mettrai derrière. Et là, je ne pense pas qu'elle ait donné la référence précise du papier. C'est un truc aussi à garder. Les rares expériences de GN pour apprendre l'empathie, ou notamment il y avait un truc sur apprendre à plus s'identifier aux migrants. Il y en a certains qui ont foiré. Les foirades n'ont jamais été publiées. Elles ont été mentionnées dans des talks qu'il fallait ripper sur internet pour pouvoir... Ça se trouve quelque part, parce que moi, ça m'intéresse. Là, s'il y a des gens qui, par exemple, ont rippé la vidéo où le gars décrit comment l'expérience a foiré, ces gens-là pourraient l'avoir. Mais c'est pas une vraie source. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu fais un truc pour augmenter l'empathie machin que ça marche. Et en science, c'est important d'expliquer quand ça foire. Ouais. Vous avez des outils que vous avez signalés, tels que les questionnaires et notamment ce genre de choses. Qu'en est-il de l'utilisation d'outils de type entretien semi-directif, entretien libre et observation participante? Est-ce que ça a été un peu croisé déjà? Ouais, alors en règle générale, il y aura beaucoup plus là-dessus parce que la plupart des gens qui sont mis à étudier le gène de manière un peu carrée, à la base, c'est des psychologues. Donc ils ont démarré avec ça. Après, encore une fois, il y a peu de... Il y a peu de génistes expérimentés qui ont utilisé ça pour disséquer le gène, en fait. C'est souvent des psys extérieurs qui se sont dit « Oh, cette activité est intéressante, voilà, on va essayer de comprendre pourquoi les gens font ça, sur les motivations, ce genre de choses. » Donc ça, c'est complètement valable, c'est juste je m'y connais moins, mais c'est les mêmes cadres éthiques. On ne fait pas n'importe comment, il faut que ce soit fait par des pros, l'accès aux données, l'anonymisation, enfin tout ça, quoi. Donc il y a eu plus de recherches là-dessus, c'est juste que c'est, encore une fois, c'est du... Et là, c'est mon biais de biologiste à la base. Ce que dit quelqu'un, c'est ce qu'il dit et c'est valable et c'est valide. Je voudrais bien aussi savoir ce qui s'est passé dans son corps pendant ce temps-là. Le a posteriori ou en pause en milieu de gène est toujours un peu problématique pour moi. Je vais proposer qu'on s'arrête là. Encore un très très grand merci pour cette conférence.